Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce webinaire Monocle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va juste attendre encore quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. Je vois qu'on est une bonne trentaine. Il nous manque encore quelques personnes. Hop, donc pour ceux qui ont participé en amont de notre webinaire et qui ont envoyé des questions, on les prendra à la fin. Pour vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Et d'ailleurs, petite question préalable, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à répondre quelque chose dans le chat si c'est ça. Sinon, je me contenterai de la réponse. Ok, voilà, j'ai des pouces, c'est parfait, c'est formidable. Donc, on prendra vos questions à la fin du webinaire. On va dérouler un petit peu ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous avez aussi un onglet questions. Si vous voulez que ça arrive en privé, il n'y aura pas votre nom qui sera affiché. Et sinon, voilà, je vous propose d'attendre une petite dernière minute et ensuite, on ouvrira le bal avec Charles. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, sur le call, il y a donc Charles Monod qui est le fondateur de la structure, gérant également, Maximilien Monod qui est responsable des ventes et moi-même qui l'épaule sur la partie commerciale. Donc pour ceux qui nous connaissent, ravi de vous revoir et pour ceux qui ne nous connaissent pas, enchanté. 37, 38, ça grimpe tout doucement. Hop. Ah, je vois déjà une première réflexion d'Antoine de pourquoi vous n'avez pas le même poster chez vous. Écoutez, on fera des séries limitées qui vous seront envoyées avec grand plaisir. Pour chaque souscription, un poster. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut commencer le webinaire. Charles, je vais te laisser ouvrir le bal. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent moment. Parfait, bonjour, merci à tous d'être venus ici. Alors, je commence directement dans le vif du sujet par une minute de lecture, ça ne va pas être long. À vendredi, le CAC 40 est à moins 32 et le S&P à moins 29. Sur le début de la semaine, les choses se calment un peu, les indices remontent. Nous avons passé les derniers jours à acheter, augmentant l'exposition actions et la partie obligations d'entreprise. Le titre de ce papier, c'était « Achetons actions et obligations ». C'est le billet du 20 mars 2020. Donc, c'est il y a 2 ans et demi, c'était dans le dur. Et nous, on faisait juste notre boulot de value investor. Et à ce moment-là, on voyait beaucoup de choses qui avaient de la valeur et on achetait donc beaucoup de choses. Et ça s'est bien passé par la suite. Pourquoi je commence par la lecture de ce billet? Parce qu'on fait à peu près la même chose en ce moment. Donc, on est à nouveau dans des marchés qui sont assez agités et qui ont baissé significativement depuis le début de l'année. Et donc, nous, par conséquent, en tant que value investor, on voit pas mal de valeurs et donc on commence à acheter pas mal de choses. On a monté notre expo equity, donc notre expo action au-dessus de 40% en brut. Donc, on n'est pas loin de notre limite de 49, parce qu'on a trouvé beaucoup de choses à acheter qui nous paraissaient des belles boîtes à des prix pas chers sur le long terme. On garde, évidemment, c'est des marchés qui restent pas simples. Et donc, nous, notre titre pour aujourd'hui, c'est divergence, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des choses qui sont arrivées à des prix qui nous paraissent extrêmement bas et qui ont un très beau potentiel devant eux, et on pense qu'il y a des choses qui doivent encore corriger beaucoup. On regardait un peu la bulle de 2000, on pense que la situation qu'on a eue là en 2021 ressemble un peu à la bulle de 2000. Et en 2000, quelques mois plus tard, une fois que les choses avaient baissé, vous aviez une boîte comme Cisco, mettons, qui était la plus grosse capitalisation de l'époque, qui avait peut-être perdu 30-40%, et une boîte beaucoup plus classique, type Coca-Cola ou McDo. Il ne fallait pas se tromper à ce moment-là, parce que si vous achetez Cisco, vous baissiez encore beaucoup plus bas. Voilà. Cisco est passé à terminer à moins 80 et n'est jamais vraiment remonté, alors que sur des dossiers plus classiques, plus value justement, type Coca, vous faisiez une très belle performance. Donc, voilà comment on est positionné aujourd'hui. Voilà ce que nous, on voit dans ces marchés. Donc, vous voyez, pour une fois, on n'est pas pessimiste quelque part. Nous, on est actif et on achète. Alors, évidemment, on est plus excité dans des marchés qui sont un peu plus durs, mais ça, c'est notre ADN. On aime bien fonctionner comme ça. Tout ça, c'est pour la partie action. Et pour la partie crédit, là aussi, on commence à acheter parce qu'on voit arriver des rendements qui nous paraissent intéressants.
on n'a pas de vision, contrairement à… On entend beaucoup de choses sur l'inflation aujourd'hui. Nous, vous savez qu'on prend pas de… notre force, ce n'est pas des grands paris macro. On voit simplement des gens intelligents qui disent qu'il est possible que l'inflation s'arrête un peu plus rapidement que prévu ou que les banques centrales ne puissent pas aller aussi fort que ça sur les hausses de taux. Et donc, on commence à avoir des rendements, nous, arriver à des boîtes sur des boîtes qui nous paraissent très bien gérées et pas très dangereuses. Là, on vient de rentrer, par exemple, une obligation sur la société Levi's qui font les jeans. Bon, ça existe depuis 150 ans. Ça traverse toutes les crises pas trop mal. La famille est encore un actionnaire significatif. La dette est toute petite par rapport à ce que dégage la société chaque année. Et ça, en euros, on obtient au-dessus de 5,5%. Donc, on commence à avoir des rendements un peu corrects. Donc, nous, on commence à rentrer. Voilà. Donc, pour une fois, chez Monocle, vous avez quelque part des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que nous, on est content de ces marchés. On commence à trouver des choses à faire, et côté action, et côté obligation. Un point cependant, je reviens à mon exemple Cisco, etc. Cisco versus McDonald's en 2000. Ça peut secouer relativement fort d'ici là. Et donc, nous, contre ce risque-là, on a toujours une position significative à la baisse, à peu près moins 25%, sur l'indice Nasdaq américain. Donc, nous, les journées qu'il y a eu la semaine dernière, quand le Nasdaq fait moins 3, moins 4, ça ne nous empêche absolument pas de dormir, ça ne change rien à notre philosophie de gestion. Donc, voilà, on travaille bien avec ce filet de sécurité important. Et notre stratégie, c'est une fois qu'on sera beaucoup plus proche du sol, retirer ce filet, qui sera donc désormais plus utile, et nous concentrer sur nos investissements longs, qui sont des sociétés qui nous paraissent correctement bien gérées et avec des valorisations extrêmement attractives. Je pense que ce point il est intéressant Charles, parce que voilà, c'est vrai qu'on avait un peu en tête que la fin d'année 2022 et 2023, ça allait être le thème des marchés, ça allait être la divergence. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous on pense que ce qui va générer de la valeur, c'est sûrement la sélection de titres, parce qu'il y a énormément justement de divergences dans ce marché. Donc tu peux peut-être revenir sur ce point. On avait l'habitude sur ces points trimestriels de parler notamment de Netflix, qui est en général la première des grosses techs à publier. Elle sortira ses résultats en début de semaine prochaine. Donc je pense que voilà, c'était bien de faire un petit parallèle avec celle-ci et vis-à-vis des actions qu'on a en portefeuille. Je pense que ça peut être un bon topo. Alors effectivement, Netflix est toujours la première à publier. C'est le 18 octobre, donc c'est dans moins d'une semaine. Bon, c'est une société sur laquelle on a beaucoup écrit en 2021 pour une raison simple, c'est que en 2021, ça avait vraiment atteint une valeur qui nous paraissait totalement déconnectée de la réalité de Netflix en tant que société. On a moins écrit dessus récemment, parce que ça a quand même pas mal baissé. Cela dit, tout le problème de Netflix, comme tout le problème derrière de beaucoup de sociétés du Nasdaq, c'est que toutes ces boîtes qui n'ont jamais réellement gagné d'argent, Netflix n'a jamais réellement gagné d'argent. On pense que là, ça va devenir un jeu beaucoup plus compliqué avec, dans les contextes de marché d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pense que l'argent gratuit, c'est un peu terminé et que maintenant, il va falloir montrer réellement qu'on dégage des vrais profits pour pouvoir garder des valorisations extrêmement élevées. Quel est le problème pour ça, pour Netflix? C'est assez simple, c'est ce qu'on avait expliqué dans nos billets précédents. Netflix, ils ont un problème entre le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que soit ils produisent beaucoup, et dans ce cas-là, ils gardent leur flux d'abonnés, tout le monde est là, mais ils ne gagnent pas d'argent. Soit ils produisent moins. On a un seul exemple comme ça, c'est 2020. Ils ont moins produit pour d'autres raisons, c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit de produire à cause du Covid. Dans ce cas-là, ils gagnent de l'argent, mais à la fin de l'année, ils perdent des abonnés. Alors, cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, cette année, avec l'inflation, alors on aura la réponse dans une semaine, il n'est pas impossible que le pouvoir d'achat étant réduit par l'inflation, il y a peut-être des gens qui commencent à se dire, finalement, je vais couper mon abonnement Netflix, étant donné que la concurrence en phase 2 avec Disney, etc., c'est pas mal renforcé. Donc on sent qu'on est un petit peu dans une espèce de cercle vicieux avec beaucoup de choses qui vont mal en même temps. On n'a pas de vision claire sur Netflix et sur la valo. C'est moins patent. L'année dernière, c'était vraiment patent que c'était pas possible que ça vaille ces montants-là. Ça paraît encore assez cher. Et c'est sûr qu'il y a 2-3 phrases de Netflix qu'on pourrait tenir.
La première, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne feraient plus appel à la dette. Donc, on va voir là, en termes de cash flow, comment ils s'en sortent. La deuxième, c'est qu'ils avaient annoncé que Brilou, qui commençait à faire des rachats d'actions, je crois, il y a à peu près 1 an, mais ils l'ont fait qu'un trimestre, ils ont rapidement arrêté. Donc, je suis très curieux de voir ce qui se passera sur ce titre. Il a pas mal remonté depuis ses plus bas, donc il n'est quand même pas au plus bas. Le Nasdaq est à ses plus bas, donc en termes de mouvement de marché, on sent qu'on est à un moment où voilà, on a moins de support et donc c'est un peu plus inquiétant. Il est possible que les gens prennent peur plus vite. Sur Netflix, le point plus bas est pas exactement là où on est. Donc on verra comment ça se passe, mais je pense que, enfin nous, on sera extrêmement concentrés sur cette ouverture de résultats pour voir qu'est-ce qu'on peut en attendre pour la suite des publications, sachant que les 3-4 plus grosses publient la dernière semaine d'octobre. Absolument, et je pense que ça peut du coup aussi être l'occasion de peut-être de parler, parce qu'on a apporté quelques modifications au portefeuille sur la partie action. Voilà, on vous le disait, on est en train de redéployer. Il y a Netflix, c'est l'exemple de ce qu'on typiquement de ce qu'on trouve trop cher, et en face de ça, il y a sûrement des choses. Enfin, voilà, nous on en est persuadé qui arrivent à des niveaux très intéressants à l'achat. Donc Charles, peut-être que tu peux parler un peu des lignes qu'on a renforcées et qu'on a rentrées récemment sur le portefeuille. Oui, ben, par exemple, aujourd'hui, il y a des grandes sociétés qui valent extrêmement peu cher. Je peux en donner deux. Le 24 décembre 2018, je me rappelle bien de la date parce que c'était la veille de Noël, j'étais en train d'acheter des Facebook à 125 $. C'était très peu cher à l'époque. Et c'est monté, bon, le cours est remonté à des niveaux beaucoup plus élevés que ça, évidemment. La société a gagné beaucoup, beaucoup plus d'argent. Tout ça, c'était avant le Covid, donc elle a gagné beaucoup plus d'argent avec le Covid. Et aujourd'hui, Facebook vaut à nouveau à peu près les mêmes 125 $. Donc, juste ce signe-là me paraît quand même assez patent. Et pour parler en termes de chiffres, la capitalisation boursière de Facebook aujourd'hui, ça doit être à peu près 300 milliards ou autour de ça. Il y a 50 milliards de cash. Et on parle d'une société qui a gagné l'année dernière à peu près 40 milliards. Donc on est sur une société, la dernière des GAFA, qui est gérée par son fondateur et principal actionnaire, avec un grand projet d'investissement. Donc il y avait hier leur gros événement de lancement de la métaverse, où ils annoncent un partenariat avec Microsoft. Donc on sent que c'est quand même un des très gros acteurs et un gros projet sur ça. Et toute cette boîte-là est à moins de 10 de PE. Ça me paraît extrêmement faible. Alors, une des questions qu'on a eues dessus, c'est mais ça dépend d'un seul secteur, qui est la publicité. Est-ce que la publicité peut être totalement coupée en cas de récession? On a regardé en 2000, la publicité baisse, mais elle n'est pas totalement coupée. Elle baisse de 20% à peu près. Donc peut-être qu'il y aura quelques mois difficiles ou une année difficile sur Facebook, mais sur toutes ces notions de PE, je crois qu'on a une question après sur les PE. Il ne faut jamais oublier que le PE, c'est un système synthétique pour simplifier la somme des cash flows que vous devez recevoir sur le futur. Donc, si le bâtonnet de cash flow 2023 qu'on reçoit de Facebook, il est moins bien parce que c'est une année un peu difficile, nous, ça ne nous inquiète pas si les bâtonnets 2024, 2025, etc. Continuent d'être très bien. Et je pense que ce sera le cas pour celle-là. J'en suis pas certain, mais je pense qu'on est, vu au prix où on la paye, on est très bien rémunéré du risque. Je peux donner un deuxième exemple, c'est BASF, donc qui n'a rien à voir. Alors, il y a une seule chose commune entre les deux, c'est un point important chez nous, ce sont des énormes groupes, ce sont des énormes capitalisations. Ce ne sont pas des sociétés sur lesquelles, même si demain les marchés bougent beaucoup, on peut avoir un accident de liquidité. D'accord? Ce n'est pas des small caps, on n'a pas ce genre de problème. Nos grosses lignes sont des énormes groupes. BASF, donc énorme groupe chimique allemand, géré de manière extrêmement rigoureuse, avec une gouvernance, par exemple, où le patron du conseil d'administration est toujours, le président est toujours l'ancien PDG. C'est-à-dire qu'à la direction de BASF, vous avez toujours 20, 25 ans d'expérience. C'est généralement des gens qui ont 15 ou 20 ans de maison qui deviennent PDG. Vous avez vraiment énormément d'expérience à la tête de ces sociétés. C'est une société qui est connue pour sa rigueur, et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue sécurité. Et c'est une société qui défend bec et ongle l'intérêt de ses actionnaires et qui a toujours dit, pour nous, le dividende, c'est sacro-saint, et qu'ils ne l'ont jamais coupé. Et si vous regardez le rendement du dividende sur BASF, il est arrivé au plus haut aujourd'hui. Ça veut dire que le cours a baissé un niveau pour suffisamment bas. L'action a perdu à peu près 30 ou 35% depuis le début de l'année, ou 40%. Le cours est arrivé à un niveau suffisamment bas pour que le dividende n'ait jamais représenté autant de rendement. Là, c'est pareil.
Voilà, nous, on pense qu'on est bien rémunéré du risque. Alors certes, il y a le problème du gaz, mais ils ont des aides du gouvernement. C'est un groupe extrêmement important qui a des contacts d'entrée à ce niveau-là. Et ils ont d'ailleurs publié ce matin des résultats, voilà, où les résultats tiennent la route. Donc c'est évidemment un peu moins bien que l'année dernière, mais ça gagne de l'argent, c'est positif. Leurs annonces pour leurs prévisions pour 2022 sont maintenues. Donc si vous avez comme ça un dossier avec un gros dividende et que votre rendement de dividende est relativement élevé et que votre dividende est maintenu, si l'action baisse trop, le niveau de rendement du dividende attire les investisseurs qui reviennent en se disant et qui rachètent l'action et qui bougent. Donc c'est une grosse protection à la baisse. Donc ça, c'est voilà, deux dossiers très différents. On essaie de prendre des paris qui soient évidemment assez décorrélés, où on pense que là-dedans, il y a vraiment de la valeur à ces niveaux-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a pris des positions conséquentes et qu'on est rentré maintenant. Alors, beaucoup de gens nous disent, est-ce que c'est le plus bas? Est-ce que voilà, moi, j'en sais strictement rien, c'est le plus bas ou pas. Mais je sais qu'à ces valeurs-là, je suis très content d'acheter ces valeurs aujourd'hui. Donc, c'est un point important pour nous quand même à préciser. On n'essaie pas de faire du zéro absolu. C'est-à-dire que dans notre fonds, nous, on ne se dit pas, moi, on l'a dit souvent, je pense que tout le monde le sait autour de l'écran, j'ai monté ce fonds au démarrage pour gérer mes avoirs, mon argent. Et donc, moi, mon but, ce n'est pas de faire zéro, c'est de faire le meilleure performance possible sur un horizon moyen terme. Donc, si en ce moment, il faut prendre du risque, et si quand j'achète des BASF, elles glissent un peu plus bas, et donc ça me coûte un peu de points de performance au début, moi, ça ne m'ennuie pas du tout. Je n'essaie pas de faire zéro absolu et de faire plus 5. J'essaie de faire le mieux que je peux. Donc là, on est à moins 3, moins 4 ces jours-ci. Mais moi, je vise avec le portefeuille qu'on a aujourd'hui, la plupart de ces lignes-là, BASF, Facebook, etc., des plus 50% à horizon 18 mois, 2 ans, me paraissent pas du tout exclus. Je ne dis pas qu'ils sont certains, hein, mais ils me paraissent pas du tout exclus. Donc c'est pour ça qu'on rentre ces lignes-là de manière conséquente en ce moment. Et donc je pense qu'il y a, je vais compléter ça parce qu'on en a parlé brièvement au début, donc sur la partie crédit. Là, moi, je dirais qu'on a plutôt effectivement une très bonne nouvelle parce que je refais un peu les calculs et en fait, ça fait depuis la fin 2018 quelque part que notre exposition crédit a, dans l'extrême majorité du temps écoulé, été globalement nulle. Quand j'ai l'exposition crédit, c'est-à-dire que toute la poche obligataire du portefeuille était globalement constituée de liquidités. Et aujourd'hui, enfin, il y avait une raison à ça, c'était que le rendement de la classe d'actifs était nul, voire négatif dans certains cas, ou du moins très faible en tout cas vis-à-vis du risque auquel on s'exposait. Et donc c'était pour nous quelque part en fait un gros frein de performance. Alors vous connaissez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, nos stratégies de la réserve, qui consiste à avoir des liquidités importantes quand on estime que tout est euphorique, afin de pouvoir les redéployer quand les choses reviennent abordables. Vous l'avez compris, c'est un peu le thème du moment. Néanmoins, ces poches de liquidité, on aurait préféré pouvoir les mettre au travail plus tôt afin qu'elles puissent contribuer à la performance du fonds et donc ramener du rendement. Le contexte a fait qu'on ne pouvait pas le faire jusqu'ici. Et les rendements qui apparaissent aujourd'hui vont sûrement nous permettre on va rentrer dans un cycle en fait qui va nous permettre de redéployer sur cette classe d'actifs. Et donc ce frein de performance qu'on avait pourrait quelque part, je pense, devenir une voile qui contribuera à tirer le bateau à l'avenir. Il y a je dirais, un exemple assez concret sur le sujet, c'est que par exemple une obligation d'État américaine, qui est certainement l'actif le plus sûr voilà, sur les marchés financiers. Pour ceux qui suivent notre billet, peut-être que vous l'avez lu dans celui que j'ai écrit hier, rapportait en gros 1% de rendement annuel il y a un an de ça, et aujourd'hui on est à 4. Donc le rendement a été multiplié par 4, et nous à 4%, on commence à trouver que ce type de titre, alors là on parle d'obligations gouvernementales, mais ça commence à, voilà, ça commence à être intéressant. Et donc on pense qu'effectivement, donc Charles en parlait tout à l'heure, qu'on va être capable de redéployer notre poche obligataire sur ce type de titre, soit sur des obligations d'entreprise où le marché a surestimé les risques vis-à-vis de ce que nous on pense, soit en prenant des obligations de duration un peu plus longue. Et on est conforté dans cette vision, effectivement, par le fait qu'il y a des gens dont on valorise beaucoup la vie, qui sont beaucoup plus experts que nous sur le sujet, qui commencent aussi à prendre ce chemin. Il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier, c'est Bill Gross. Bill Gross, pour ceux qui ne connaissent pas le nom, c'est le fondateur de PIMCO, qui est le plus gros acteur en gestion active sur les taux
voilà, historique. C'est à peu près, c'est un peu moins de 2 trilliards de dollars d'encours, qui lui disait il y a un peu moins d'une semaine dans sa newsletter que les taux en fait aujourd'hui redevenaient très intéressants à l'achat, puisque les banques centrales arrivent aujourd'hui à un niveau où elles n'ont plus beaucoup de marge pour les monter, étant donné les niveaux de dette qu'on a dans le système. Donc lui-même commence à repositionner ses fonds sur des obligations de maturité moyenne et longue. Et l'autre nom qui me vient à l'esprit, c'est Howard Marks. Alors Howard Marks, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur de Oaktree. C'est 160 milliards de dollars sous gestion, qui lui également, alors c'était un tout petit peu plus ancien, qui il y a quelques semaines écrivait dans un article du Financial Times que également ils étaient en train de se repositionner sur des titres obligataires, puisque tous les niveaux de rendement qu'ils voyaient étaient nettement supérieurs à ceux qu'on pouvait observer il y a 6 à 12 mois. Donc voilà, on a ces deux noms qui se mettent à redéployer assez massivement sur la classe d'actifs. Et nous, c'est vrai que également en tant qu'investisseurs, on commence à y voir de la valeur. Et donc, je reviens sur ce point, que ce frein qu'on avait de performance depuis quelque part maintenant 4 à 5 ans va devenir un moteur. Et donc, je pense que c'est important de l'avoir en tête, parce que ça nous conforte dans l'idée que l'avenir des performances de Monocle devrait être nettement plus rose grâce à ça. Alors, mais déjà merci pour ces explications. On va peut-être pouvoir maintenant passer aux questions. J'en ai vu apparaître dans le chat. On en a déjà qui ont été posées par vos soins, voilà, en amont du webinaire. On pourrait commencer par la suivante. Quelles sont, selon vous, les sociétés décotées à fort dividende qui seront en mesure de les maintenir? Donc, Charles, je te laisse répondre à la première. On vient de donner l'exemple avec BASF, qu'on est une. Donc, il n'y a pas de réponse. C'est du cas par cas. Il faut regarder si les business models peuvent tenir. Je pense qu'il y a aussi TF1. Donc, TF1, on a une plus petite ligne, à 2% du fonds parce que c'est une small cap. Mais TF1, c'est pareil. En plus, on a des exemples récents. TF1, ils viennent de traverser une crise très dure qui était le Covid, où ils ont eu moins de chiffre d'affaires, mais en face, ils ont baissé leurs coûts et donc ils ont eu moins d'impact en résultat opérationnel. Donc, je pense qu'on peut trouver des lignes, on en trouve, nous, quelques-unes. Il faut deux choses pour que le dividende soit maintenu. Il faut voir essayer de juger si opérationnellement, ça a l'air de tenir la route. Un. Et deux, il faut bien valider que la volonté du management, c'est important pour eux que le dividende le soit, qu'ils le disent, et que ça a toujours été le cas dans le passé. Si votre dividende, il a été, je ne sais plus quel vieil investisseur disait ça, peut-être bien Buffett ou Graham, voilà, il faut que l'histoire de dividende soit ininterrompue, sauf vraiment crise très très lourde. Si vous avez des boîtes qui donnent des dividendes, puis après le coupent et le remettent, le dividende n'a pas beaucoup de valeur, vous ne pouvez pas tellement vous y accrocher, et donc c'est plus dangereux. Je donne un exemple sur ça d'une société qu'on a eue en 2020, c'était Orange, sur la même notion du dividende, parce que le business traversait très bien le Covid, c'est-à-dire il y avait très peu d'impact du Covid sur Orange, et on avait à l'époque un PDG, Stéphane Richard, qui était très vocal sur la défense du dividende. C'est-à-dire qu'il avait dû le couper au début, comme toutes les boîtes d'État, et puis finalement, il a demandé à ce qu'il soit remis en disant qu'Orange n'avait pas bénéficié d'aide de l'État, et il s'est battu pour le mettre, et il a eu la CGT était contre, il s'est battu, etc. pour. La nouvelle PDG de Orange, elle a strictement rien dit sur le dividende, c'était très évasif. Le dernier rapport financier, ils ont dit que voilà, le dividende, on verrait. Donc nous, dans ce cas-là, on est sorti et on ne joue plus à Orange parce qu'il y a un risque important. Si jamais elle décide d'avoir des grands projets et que il faudra les financer. Pour les financer, peut-être qu'une chose bien, c'est de couper le dividende. Et si vous coupez le dividende, Orange peut aller plus bas. Donc voilà, voir si le business tient la route opérationnellement et deux, voir s'il y a une histoire et une vraie volonté de le maintenir. Superbe, merci beaucoup. Alors, deuxième question, cette fois-ci pour toi, Maximilien. Tu parlais tout à l'heure du crédit, de ce qu'on a en portefeuille, un petit peu de nos perspectives aussi sur ces lignes. On a la deuxième question qui porte sur le sujet. Y a-t-il de l'intérêt à porter aux obligations indexées sur l'inflation?
Alors c'est une très bonne question. Justement dans son papier, Bill Gross, en parle. Il dit que lui, il revient beaucoup sur, ce qu'on appelle des TIPS, donc qui sont des obligations indexées, à l'inflation sur les obligations du Trésor, américain. Nous, on n'a pas vraiment de vision, parce que là, c'est vrai que c'est des produits qui sont un peu plus macro, donc assez loin, je dirais, de nos racines, de ce qu'on fait. Je pense qu'on n'a pas de vision particulière sur les obligations indexées à l'inflation en tant que telles, mais plus, voilà, sans me répéter, sur la classe d'actifs obligataires globale. C'est vrai que les taux sont beaucoup montés, les rendements des obligations d'entreprise également. Et indépendamment, de l'inflation qui voilà, on a différents paramètres, Charles pourra revenir dessus tout à l'heure, mais qui nous montrent quand même que l'inflation, malgré tout, pourrait finir par se calmer, notamment les prix du fret qui ont énormément baissé, les marques, enfin les sociétés qui commencent aussi à baisser leurs prix et à passer leurs articles en solde pour écouler les stocks. Donc l'inflation, il est très compliqué d'avoir une vision dessus, je dirais, à moyen terme. Si ce n'est qu'on commence voilà, à avoir différents facteurs qui pourraient montrer qu'elle va finir par se calmer. Et vis-à-vis de quoi, c'est vrai que les taux dans leur globalité sont aujourd'hui intéressants. Donc, je ne m'attarderai pas plus, mais c'est vrai que voilà, indexé à Alors, l'inflation, je ne sais pas, mais l'obligataire, ça devient intéressant. voilà, c'est ça. Je pense que surtout nous, enfin, quelque part, on va gagner plus d'argent que les autres si on est plus malin que les autres. Donc nous, on pense que c'est plus facile pour nous d'être plus malin que les autres. D'abord, c'est assez présomptueux, évidemment, mais c'est plus facile pour nous, vu ce qu'on sait faire sur des sociétés individuelles, que sur la vue macro. Sur la vue macro, voilà, on n'est pas certain d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Sur la vue micro, on pense peut-être parce qu'on travaille nos dossiers différemment. Et je vais vous donner des exemples de ce qu'on a en portefeuille. Aujourd'hui, on a une obligation Atos, par exemple, donc ce groupe qui a pas mal défrayé la chronique et qui a connu une déconfiture totale sur le titre, voilà, l'action, qu'on a regardé plusieurs fois, parce que nous, évidemment, comme on est des investisseurs value, chaque fois que ça baisse, ça nous intéresse. Mais on n'a jamais réussi à avoir suffisamment de confiance dans le dossier pour rester dedans, donc pour rentrer dans l'action. Donc on n'a jamais traité l'action Atos. Par contre, on a réussi à rentrer sur des obligations qui sont à échéance 2025, qui nous rapportent aujourd'hui du 11%. Voilà, donc on voit ce genre de titre. Je ne peux pas vous garantir qu'on aura raison sur Atos, mais on pense que le dossier, vu son historique, vu la taille de son chiffre d'affaires et vu les métriques qu'on a en cours, et vu l'intérêt qu'il y a pour une partie du business, on pense que là-dessus, on pourrait avoir des rendements plus intéressants. Je donne une deuxième ligne, il y a la Levis qu'on vient de rentrer, voilà, un peu au-dessus de 5,5. Il y a une société comme Match, par exemple. Match, c'est eux qui détiennent Tinder, enfin toutes les applications de rencontres. Donc ça, c'est pareil, c'est des sociétés qui étaient montées très, très, très chères en valeur sur l'action en 2021, que nous, on n'a pas regardé et pas touché, mais qui là, maintenant, avec le Nasdaq qui a beaucoup baissé et les titres qui ont beaucoup baissé, à un moment, il y a une certaine contagion sur la partie crédit. Et là, nous, on se dit, la Match nous rapporte du 7,7, c'est une échéance 2028. Ça nous paraît intéressant aussi. Toutes ces lignes, elles font autour de 1%. Et puis après, je vais vous donner un nom qui va vous amuser, en fait. Le nom, c'est Netflix. Voilà, parce que Netflix, c'est pareil, même si nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie la valeur de l'action, on a du mal à voir. Par contre, il est à peu près certain que le chiffre d'affaires de Netflix, ils vont, dans les grandes largeurs, réussir à le maintenir, parce que c'est vrai que les gens sont très accoutumés à ce produit et vont rester dessus. Donc, on se dit, ils vont réussir à servir leurs dettes financières. Et là, on a des obligations Netflix qui sont échéances 2028 à 6%. Donc, je ne réponds pas à la question sur l'inflation et sur les tips, et je réponds simplement en disant, nous, quand on bosse ces dossiers-là, après avoir passé plusieurs heures sur ces dossiers, on a plus de conviction là-dessus, en se disant oui, ça va marcher. Les tips, on peut y passer des jours et à la fin, on ne saura pas si on a plus raison ou tort que d'autres. Donc, on préfère se concentrer sur la première partie. Superbe. Alors, on peut passer à la troisième question qu'on mixera avec la quatrième. Tu y as déjà répondu en partie, Charles, tout à l'heure en réexpliquant un peu d'où venait le PE. Donc, la question est la suivante. Quelle prévision d'évolution des PE dans différents secteurs, en tech, en finance et par zone géographique et quelle est la pertinence de cet indicateur? Donc, c'est pour ça que je disais que tu as partiellement déjà répondu à cette question. Oui, alors déjà, je pense qu'il ne faut pas raisonner par secteur, parce que dans un même secteur, vous pouvez avoir des disparités énormes. Si vous regardez Amazon
Et Facebook, par exemple, c'est 2 boîtes de tech. Alors, je sais que dans les classements du S&P, Amazon est mis en consumer, mais bon, en réalité, c'est une boîte de tech. Je n'ai pas regardé le PE d'Amazon récemment. Je ne le regarde pas beaucoup parce que j'accorde, bon, comme tous ceux qui lisent le billet le savent, très peu de confiance au compte d'Amazon. Mais en tout cas, il doit être 60 ou 70 ou 55 ou 80, je ne sais pas. Il n'y a rien à voir avec celui de Facebook qui est de 8 ou 9. Donc, la notion de PE, c'est juste de dire, je prends combien gagne ma société de manière un peu normalisée, et j'essaie de voir combien est-ce que tout ça pourra me donner sur le long terme. Alors, si je gagne tant et que les années d'après, je vais gagner tant, plus, ben, je pourrais prendre un multiple plus élevé. Donc, mon multiple sera plus élevé par rapport à ce que je gagne cette année. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse simple par secteur. Je pense qu'il faut regarder société par société. Je pense aussi qu'il y a quand même eu, y compris par exemple pour Amazon, tout un nombre de sociétés Amazon est la première qui a fait ça, c'est-à-dire qui a dit je vais valoir une fortune en bourse sans jamais réellement gagner d'argent. Moi, je pense qu'on arrive un peu à la fin de cette histoire-là. Donc derrière Amazon, vous avez plein de sociétés comme Netflix, comme Salesforce, qui sont des très gros trucs qui valent tout au-dessus de 100 milliards de dollars. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de tout ça. D'abord parce que toutes ces sociétés, en fait, pour se développer, comme elles ne gagnaient pas vraiment d'argent, elles ont besoin de beaucoup de financement. Et ce financement, il est très facile quand tout coûte zéro. Donc, vous avez des prêts à taux zéro, du leasing à taux zéro, etc. Quand les taux commencent à remonter, ça se complique beaucoup. Et quand votre croissance s'arrête, ça se complique beaucoup. La croissance d'Amazon au dernier trimestre, c'était inférieur à l'inflation. S'il y a un point technique qu'on peut retenir, par exemple, Amazon est la seule société américaine qui a toujours publié ses comptes en commençant par ses comptes de cash flow, parce qu'elle disait que c'était une boîte qui générait plein de cash flow. Elle générait plein de cash flow pour une raison simple. Quand vous commandez une brosse à dents sur Amazon, vous la payez maintenant et Amazon paye son fournisseur dans 3 mois. Donc, à l'instant T, Amazon a le cash. Et donc, tant que votre business croît, vous avez plus de nouveaux clients à l'instant T qui viennent de commander des brosses à dents que vous avez de brosses à dents à payer des clients qui vous avez commandés il y a 3 mois. Donc, tant que vous êtes en cycle de croissance, vous montrez plein de cash flow qui arrivent, qui n'est pas du vrai cash flow, mais ça fait des comptes très jolis. Si vous ouvrez les derniers comptes d'Amazon là, vous verrez que ce cash flow opérationnel, il est totalement négatif de plusieurs dizaines de milliards, parce qu'en fait, ils n'ont plus de croissance. Donc, on arrive à un moment où je pense qu'on va se rendre compte que le roi est nu sur certaines de ces valeurs. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller valeur par valeur et pas sur la partie secteur. Merci pour ces éléments. Charles, tu parlais tout à l'heure de Facebook, Meta. On avait une question qui était un petit peu connexe sur le sujet, qui était de Facebook n'est-il pas délaissé par les jeunes? Alors, Facebook, d'abord, c'est plusieurs supports. On va commencer tout de suite par un dont tout le monde se sert, dont personne ne parle. Dedans, c'est WhatsApp. Moi, j'ai essayé un moment, parce que de temps en temps, j'ai des lubies. Donc, j'ai dû essayer il y a 2 ans de sortir de WhatsApp. On était d'ailleurs plusieurs à le faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'application Signal qui avait été lancée par un ancien employé de Facebook qui était parti. Bon, ça a fait un pétard mouillé et moi, j'ai dû me réinscrire sur WhatsApp très vite parce que, en fait, tout le monde me parlait dessus et je ne pouvais pas être dedans. Donc, je crois avoir vu passer des stats hier, mettant que WhatsApp, je crois, c'est 2,4 milliards d'utilisateurs quotidiens. Voilà, donc ça, je ne pense pas que ça s'arrête. Et par contre, c'est très, très peu monétisé. Facebook, oui, effectivement, ça fonctionne beaucoup par tranche d'âge. Mais il ne faut pas oublier que Facebook a Instagram, qui est l'autre plateforme qui est extrêmement puissante et qui est présente. Donc, moi, je ne dis pas que Facebook pur est bien. Je dis que Zuckerberg a montré qu'il savait gagner beaucoup d'argent, parce que Facebook, contrairement par exemple à Amazon, a tout le temps gagné énormément d'argent. Donc, c'est des business qui gagnent beaucoup d'argent, qu'il a des gros projets avec la métaverse, qu'il a des choses pas monétisées comme WhatsApp, et qui reste encore un acteur un peu incontournable en termes de publicité pour les grands groupes. C'est-à-dire peut-être que Instagram, c'est moins bien qu'à un moment, peut-être que Facebook, c'est moins bien, ça reste quand même quelque part, si on visualise, il a des centaines, des millions ou des milliards de panneaux publicitaires partout. Donc c'est un actif qui vaut très, très cher. Voilà, la valeur de Facebook aujourd'hui ne me paraît pas refléter la valeur de ses actifs.
Très bien, merci pour ces éléments. Bon, on parlait là à l'instant de Valo, de Valo, voilà, de ce que reflètent ces boîtes sur le marché. On avait une question qui était un petit peu en ce sens, qui était que voir entre les valorisations d'entreprise entre début 2022 et à ce jour? Où en est-on? Où va-t-on? Et qu'attendre peut-être jusqu'à la fin de l'année? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit, ce que je disais tout à l'heure, et surtout ce qu'on a écrit toute l'année dernière, quoi. Si je prends l'exemple d'une boîte comme Zoom, voilà, nous, toute l'année dernière, on disait Zoom, ils font en gros 5 milliards de chiffre d'affaires par an, ils en gagnent 1. Voilà, ils ont des très gros concurrents. Alors, c'est affreux, c'est vrai, ils ont des monopoles affreux. Les deux concurrents, c'est Google et Microsoft. Nous, on travaille sur Microsoft, par exemple. Aujourd'hui, quand vous mettez un rendez-vous dans votre agenda Microsoft, Microsoft vous propose de le passer en Teams directement, qui est le concurrent de Zoom. Donc, c'est un énorme avantage concurrentiel pour Microsoft. Ça devrait être interdit, mais le fait est que c'est là. Donc, Zoom a en face de lui des concurrents très durs. Et nous, on voit d'ailleurs en servant du produit tous les jours que opérationnellement, ils commencent à avoir un peu de mal. Il y a quelques bugs qu'ils ont du mal à corriger et qui mettent du temps à répondre. Cette boîte-là, elle ne pouvait pas valoir 100 milliards l'année dernière. Ça, c'était une vue de l'esprit totale. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est parti là. Je suis extrêmement surpris qu'il n'y ait pas plus d'analystes qui se soient mis un peu contre ou qui aient dit que ce n'est pas possible. Mais ça, ce n'était pas possible. Une grosse partie des baisses qu'on a eues, elles ont corrigé ça. Je n'ai pas regardé la capi de Zoom depuis longtemps, mais je vais vous dire ça tout de suite. Je sais que les chiffres, je les ai regardés et que ça n'a pas bougé beaucoup. Aujourd'hui, ça vaut 23 milliards. Donc, ça a été divisé par 4. 23 milliards pour une boîte qui en gagne 1 et qui a 2 gros concurrents contre eux, c'est toujours cher, quoi. Donc, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Alors, c'est plus du tout les exagérations totales de l'année dernière, mais c'est pas forcément donné. Il y en a une autre dont on a parlé très souvent, plus proche de nous, dans le CAC 40, qui est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, l'année dernière, c'était 80 de PE. Alors, le 80 de PE de Dassault Systèmes, on en a beaucoup parlé. On l'a vu une fois, c'était en 2000. Ça s'est terminé par moins 80 sur le cours de bourse. La société, et c'est très important, ça, c'est l'action. La société Dassault Systèmes, elle a continué son petit bonhomme de chemin, elle a progressé, elle a bien géré, tout va bien. Mais à un moment, si vous voulez, mettons que Dassault Systèmes soit une Ferrari, si à un moment vous la valorisez comme si c'était un Mirage F1, bah, évidemment, ce n'est pas un Mirage F1. C'est peut-être une Ferrari, mais si vous dites je vais faire Paris-Marseille en 1 heure, non, ça ne va pas marcher. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2000. Et en 2021, quand c'est remonté à 80, on a dit il va se repasser la même chose. Dassault Systèmes, maintenant, elle a perdu à peu près 30%. Et avec la progression des résultats, on a un PE de 54. Un 54, c'est toujours beaucoup, 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 beaucoup trop cher. Le PE moyen de Dassault Systèmes, c'est 20-30. Et c'est normal que ce soit 20-30 parce que vu la croissance de ces résultats, ce n'est pas non plus une boîte qui a eu une croissance exponentielle ces dernières années. Ça fonctionne bien, mais ce n'est pas exponentiel. 20-30, c'est bien. Donc, si vous voyez le 54 d'aujourd'hui et le 20-30, ça doit retenir, ça doit être encore divisé par 2. Donc, ça dépend beaucoup des sociétés. Très bien, très clair. Alors, on a eu plusieurs questions dans le chat depuis, dont une sur GTT. On en a eu une autre aussi en amont du webinaire. Elles se rejoignent toutes les deux. Suite à votre analyse de la société GTT, quelle est votre vue suite à l'augmentation du cours depuis le mois de décembre? Alors, GTT, le cours est beaucoup monté, mais le business est monté beaucoup, beaucoup plus haut que le cours. C'est-à-dire que GTT donc, dessine des cuves pour les méthaniers, et on a beaucoup bossé le marché du gaz récemment. Et en fait, ce qui manque dans le marché pour envoyer les méthaniers, c'est pour envoyer du LNG, donc le gaz liquide, le gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié, et du GNL en français. Et pour ça, il faut avoir un terminal qui transforme le gaz en gaz liquéfié. Ça, on en a. Il faut, donc dans les pays qui exportent le gaz, il faut avoir un terminal qui transforme le gaz liquéfié en gaz normal à l'arrivée. Ça, on en a aussi. Alors, il en manquait là, mais il faut venir des bateaux avec la situation avec l'Ukraine sur les côtes pour mettre ça maintenant. Donc, on commence à avoir les systèmes. Et entre les deux, il faut des méthaniers. Et ça, on n'en a pas assez. Donc, on a un triplement de commandes sur GTT en 2021 par rapport aux années précédentes. On voit très bien ce qui se passe sur le carnet de commandes devant. Et vu le coût que toutes ces installations font pour être mises en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut construire les terminaux qui manquaient, etc., prendre des accords avec le Nigeria, avec tout ça, il va falloir les bateaux pour affréter tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de côté, ce qui nous fait un petit peu peur au début,
Il n'y aura pas de côté, tout à coup, les choses s'éclaircissent en Russie et hop, on n'a plus besoin de méthanier, on est reparti comme avant. Ça, l'Europe ne voudra jamais repartir au niveau de dépendance qu'elle a avec la Russie. Alors en plus, il y a Nord Stream maintenant qui a été dézingué. Donc ça va être encore plus compliqué. Mais globalement, voilà, on pense que sur le long terme, sur cette boîte-là, on est bien. Et donc, GTT, pour bien voir ce qu'ils font que dessiner des cuves. Donc c'est un bureau d'études qui dessine les cuves pour tout le monde. Et c'est à peu près le seul, donc ils sont incontournables sur ce secteur. Superbe. Alors, je vais donner quelques petites questions à Maximilien parce que voilà, je le vois qui s'ennuie dans son, dans son coin. Première question. Première question. Donc, en parlant de PE massacrés, vous interdisez-vous de rentrer sur des valeurs chinoises, Alibaba Co? Alors, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on s'interdit rien. Néanmoins, le fonds, on a pris ce parti, d'investir uniquement sur des zones géographiques qu'on maîtrise bien, à savoir l'Europe et les US. En anecdote sur ça, on a, il y a, plusieurs années, traité, des actions notamment au Japon et c'est vrai que ne serait-ce que par un simple principe de décalage horaire, c'était assez compliqué, voilà, de traiter les actions en pyjama. Donc on s'est dit qu'on allait arrêter. Et sinon, pour recentrer sur la Chine en soi, c'est vrai que la Chine, c'est assez compliqué. Personne ne voit vraiment bien comment va se comporter, par exemple, son secteur immobilier, qui représente plus de 25% de son PIB. Donc il y a énormément de paramètres en Chine qui fragilisent beaucoup l'économie. On a aussi la politique zéro Covid de Xi qui pèse énormément sur le pays et en plus de ça tous les risques géopolitiques que tout le monde connaît bien. Donc voilà, en dehors du simple principe qu'on a d'investir uniquement sur l'Europe et les US, il y a pas mal de paramètres en Chine qui sont assez risqués à notre sens et donc voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ok, superbe. Deuxième question de Serge. Le métaverse n'est-il pas de trop vers le virtuel au moment où le réel est de plus en plus inaccessible? Alors je reconnais bien Serge avec la question. La tournure? Écoute, oui, oui, alors je pense que c'est une bonne question. Nous, néanmoins, on n'est pas dans méta, en faisant des plans sur la comète, sur ce que va être le métaverse ou sur le caractère génial ou affreux de Mark Zuckerberg. Je pense qu'on a un raisonnement plus froid et financier. Et c'est vrai que Meta, nous, ce qui nous attire dessus, c'est plus les chiffres. Charles le disait tout à l'heure, mais c'est quand même 40 milliards de résultats nets sur son business existant, c'est-à-dire en dehors des projets métaverses. Hein, c'est quelque part ses revenus publicitaires sur Facebook et Instagram. Et donc, c'est, je dirais, ces principaux atouts-là qui rendent le dossier intéressant à nos yeux. Ensuite, la métaverse, le réel, le virtuel, je dirais que c'est des débats un peu plus philosophiques dans lesquels on va pas s'étendre. Mais je regardais hier, il y avait le MetaConnect, leur grand événement keynote. Ils sont en train de travailler énormément, non pas sur la réalité virtuelle, mais sur ce qu'ils appellent la réalité augmentée, qui pourrait avoir des applications assez intéressantes, notamment dans le domaine médical. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur le sujet, mais voilà Un ce que je peux en point dire. quand même, regardez ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ça, c'était impensable pré-Covid. C'était très compliqué à monter pour une petite boîte comme la nôtre, un webinaire de cette taille. Et si demain on dit qu'on peut faire ça de manière métaverse et que ce sera plus intuitif et qu'il y aura plus d'échanges et plus de choses, moi je trouve ça extrêmement bien. Il faut pas, peut-être il y a des dérives qui sont dangereuses, mais moi à un moment j'ai vécu à Londres. J'appelais ma mère enfin quand je l'appelais à chaque fois en vidéo avec WhatsApp, bah, c'était nettement mieux que le téléphone à l'ancienne. Et si demain je peux lui parler, je suis dans un autre pays, dans une façon de lui parler qui permet d'être beaucoup plus proche que si c'était simplement de la vidéo normale, je trouve ça mieux. Donc nous, voilà, il faut pas être négatif sur tout, je pense. Serge, ça va, on va s'en sortir, Serge. Alors, on peut prendre les deux questions suivantes ensemble. Sur les pauses obligataires US, couvrez-vous en face le risque de change? Et question similaire, quid du risque de change côté action? Donc, est-ce que tu veux prendre la question, Maximilien?
Ouais, bien sûr, la réponse est simple, c'est oui, absolument. On l'a dit, je pense suffisamment et vous connaissez tous maintenant, notre ADN, c'est de pas faire de paris macro. On n'a pas, nous, d'idées précises sur la manière, dont le dollar va évoluer. Ce qu'on sait néanmoins, c'est qu'il est aujourd'hui cher, en tout cas sur des niveaux historiques et donc nous, on a pour partie, dès que notre exposition en dollars ou plus généralement en devises est un peu trop importante, on la couvre avec, vous connaissez également ce principe chez nous de ne pas avoir de dérivés complexes, donc avec des choses très simples, des futurs, on la ramène sous un niveau qui nous apparaît maîtrisable, c'est-à-dire sous les 10%. Néanmoins, il y a quand même, je pense, peut-être un point qu'on peut préciser sur le dollar. On garde marginalement une exposition résiduelle pour la simple et bonne raison, là je dirais à titre, nous, d'investisseurs, de diversification patrimoniale, dans le sens où l'euro aujourd'hui est quand même une devise qui apparaît de plus en plus à risque. On a tous vu les récentes élections en Italie. On commence à voir, pour entrer dans quelque chose d'un peu plus technique, aussi les spreads de rendement d'État en Europe qui commencent à pas mal se tendre, notamment entre l'Italie et l'Allemagne. Donc l'euro, pour l'instant, voilà, sans faire de prévisions alarmistes dessus. Mais néanmoins, c'est vrai qu'en diversification, on estime que c'est peut-être malin en ce moment d'avoir un peu de devises annexes et Enfin, donc de dollars. ce sont des petits chiffres, hein. Si je prends le portefeuille à ce matin, notre exposition nette en devises hors euro, c'est 7%. Ouais. Donc ce n'est pas toutes devises confondues. Là-dedans, le dollar représente 4%. Donc voilà, c'est vrai que notre politique globale, c'est de ne pas prendre de risque de devises massif parce qu'on n'a pas de vue, ni dans un sens ni dans l'autre. Très juste. Alors, on peut peut-être laisser encore quelques minutes pour des questions. Ça fait à peu près 45 minutes qu'on a débuté le webinaire. On avait prévu de vous bloquer pour à peu près 45 minutes, donc on est pile dans les temps. Voilà, alors une question de Ludovic. Bonsoir Ludovic. Investissez-vous sur les financières et si oui ou non, pourquoi? Alors généralement non, parce que le problème des financières, c'est que c'est extrêmement compliqué d'avoir une vue claire. Ils ont beaucoup de latitude en fait dans la façon dont ils font leur compte. Si vous voyez les récents événements, par exemple annoncés sur Crédit Suisse, tout va bien, tout à coup tout va mal. Bon, ça c'est beaucoup plus possible en finance que dans d'autres secteurs. Voilà, Levis dont on parlait tout à l'heure, ça va être plus compliqué que ça aille très mal du jour au lendemain. Donc dans les financières, pour nous, il y a trop de latitude, c'est-à-dire qu'on raisonne un peu en modèle d'arbre en disant on essaie de voir tous les scénarios possibles. Et pour nous, sur un business type Levis, l'arbre, il est un peu comme ça. Et sur un business bancaire, l'arbre, il est large comme ça parce qu'il peut partir un peu dans tous les sens. Donc on a décidé que comme on n'arrivait pas à avoir une vision suffisamment claire, vous trouverez très rarement des financières dans le portefeuille. Et je vais juste compléter avec un dernier point. Les financières, tout le monde estime que c'est très bien et ça a très bien fonctionné l'année dernière parce que tout le monde pense que dans un monde avec des taux qui montent, les banques performeraient très bien. Néanmoins, je pense qu'il y a un paramètre à vraiment avoir en tête. Il a été rappelé notamment hier par JP Dimon, qui est le patron de JP Morgan, donc l'une des plus grosses banques du monde. On La va plus quand grosse même banque du aujourd'hui monde. vers un scénario, la plus grosse banque du monde, on va quand même aujourd'hui vers un scénario économique qui a l'air très compliqué. Et dans un tel scénario, il y a quand même beaucoup de chances qu'on ait des accidents, qu'on ait des défauts, en fait, notamment sur les crédits. L'économie aujourd'hui est très, très leveragée, il y a beaucoup de dettes. Et donc, les banques, la manière dont elles se comportent dans un environnement tel que celui vers lequel on va, c'est assez compliqué d'avoir de la visibilité dessus. Donc voilà, c'est tout Alors ça, c'est ce que je dirais. un point important sur ce que dit Max, qui est vrai qu'il ne faut pas oublier. C'est une des conséquences malheureuses qui fait qu'il faut faire très attention cette année. Le moment où on a eu les 4-5 années depuis 2016, on a eu des taux d'intérêt à zéro, ça a poussé tout le monde à faire à peu près n'importe quoi pour obtenir quelque rendement que ce soit. Et donc, les gens qui ont émis de la dette en face, ils ont dit, OK, vous voulez un rendement de 3%, je vais vous le donner. Mais dans ce cas-là, j'ai les conditions dedans, on enlève toutes les conditions. Et donc, ça veut dire que vous avez des papiers qui n'ont pas l'air plus dangereux qu'avant, mais qui sont en fait, en termes de protection de l'investisseur, beaucoup moins protégés que n'était le cas avant 2016. Tous les papiers d'avant et beaucoup plus de protection pour l'investisseur. Donc, nous, on a peur qu'avec les taux qui remontent, avec une demande qui baisse, et donc on va avoir des moments difficiles qui vont arriver,
les investisseurs vont se retrouver avec des papiers beaucoup moins protégés qu'avant et donc les défauts seront plus importants. Formidable. Eh bien, écoutez, nous pouvons attendre une minute supplémentaire pour davantage de questions. Je vais faire simplement une petite aparté entre-temps. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps, on a pas mal avancé sur les référencements côté fonds. On a eu AXA en juillet dernier qui s'ajoutait à Cardiff et Generali. Et on vient d'arriver chez Swiss Life il y a une dizaine de jours. Donc voilà, d'autres canaux se sont ouverts et ce n'est clairement pas terminé. Donc, je ne vois pas davantage de questions de notre côté. En tout cas, si vous en avez d'autres par la suite, n'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un mail. On se fera un plaisir de vous répondre. Vous aurez accès au replay dans quelques minutes à la fin de ce webinaire. Et d'ici là, je pense que nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. À très Et à bientôt. très bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir.